Aujourd'hui, découvrons un nouveau chapitre de l'histoire. Bienvenue dans les sables du temps. Imaginez un homme qui, à seulement 20 ans, hérite d'un royaume encore fragile et qui, en un peu plus d'une décennie, va renverser le plus grand empire de son temps, parcourir plus de 20 000 kilomètres à la tête de ses troupes et créer un monde nouveau qui résonne encore aujourd'hui dans notre civilisation. Son nom résonne à travers les siècles. Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand. Mais qui était vraiment cet homme? Un génie visionnaire, un stratège inégalé, ou un conquérant assoiffé de pouvoir et de gloire divine? Car derrière le mythe se cache une histoire bien plus complexe et bien plus fascinante. Nous sommes en 356 avant Jésus-Christ, à Pella, capitale de la Macédoine. Ce jour-là, sous le règne de Philippe II, naît Alexandre, celui qui bouleversera l'équilibre du monde antique. Son père, Philippe, est un stratège redoutable. Il a transformé une petite royauté du Nord en une puissance militaire grâce à une invention décisive, la phalange macédonienne, armée de saris, ces lances longues de 5 mètres, capables de percer toute ligne ennemie. Sa mère, Olympias, princesse d'Épire, est une femme de caractère, mystique, jalouse, passionnée. Elle affirme descendre d'Achille, le héros homérique. Et elle ne cesse de répéter à son fils qu'il appartient lui aussi à une lignée divine. Certains racontent même qu'elle lui murmure qu'il est le fils de Zeus. Imaginez grandir avec cette idée. Être à la fois le fils d'un roi conquérant et d'un dieu. Quel adolescent pourrait ne pas en être marqué? À 13 ans, Philippe confie l'éducation de son héritier à l'un des plus grands esprits de l'époque, Aristote. Pendant 3 ans, Alexandre apprend la rhétorique, la médecine, la philosophie, mais aussi une vision du monde, celle où la raison, la nature et l'art se conjuguent. Aristote lui transmet aussi une passion dévorante pour Homère. Alexandre dort chaque nuit, avec un exemplaire de l'Iliade sous son oreiller. Il s'identifie à Achille, le héros invincible, et rêve d'exploits, dignes de l'épopée. Ce n'est pas seulement un prince, c'est déjà un jeune homme, convaincu que sa destinée dépasse celle des mortels ordinaires. 336 avant Jésus, crie Philippe II. Au sommet de sa puissance, s'apprête à lancer une campagne contre l'Empire perse. Mais, lors des festivités d'un mariage, un garde du corps le poignarde en plein théâtre. Philippe s'effondre. Et avec lui, le royaume tout entier menace de plonger dans le chaos. Alexandre n'a que 20 ans. Autour de lui, les complots s'agitent. Certaines cités grecques croient l'heure de la révolte venue. Au nord, les barbares profitent de la confusion. Et même, parmi les nobles macédoniens, les divisions éclatent. Mais Alexandre ne faiblit pas. En quelques mois, il élimine tous ses rivaux potentiels. Puis, d'une main de fer, il écrase les révoltes en Grèce. Thèbes, jadis allié des Perses, se soulève. Alexandre n'hésite pas. Il rase la cité presque entièrement. 30 000 habitants massacrés ou réduits en esclavage. Le message est clair. Toute tentative de rébellion sera punie sans pitié. À seulement 21 ans, Alexandre contrôle la Grèce. Mais ce n'est pas la Grèce qu'il convoite. Son regard est déjà tourné vers l'Est, vers le plus grand défi imaginable, l'Empire perse. Mais 334 avant Jésus-Christ,
À la tête de 35 000 hommes, Alexandre traverse l'Hellespont. Il jette une lance sur la rive asiatique et déclare qu'il prend ainsi possession de l'Asie. Premier test, la bataille du Granique. Les Perses l'attendent, au bord du fleuve. Alexandre, casque brillant au soleil, charge en première ligne. Son cheval est tué, son casque brisé, mais il survit. Il galvanise ses troupes et écrase l'ennemi. Les victoires s'enchaînent. À Gordion, il tranche le fameux nœud gordien d'un coup d'épée, affirmant que le destin de l'Asie lui appartient. À Issos, en 333, il affronte pour la première fois le roi perse Darius III. Malgré une infériorité numérique écrasante, il perce les lignes ennemies et met Darius en fuite. Puis vient le siège de Tyr, une cité insulaire, réputée imprenable. Alexandre construit une digue de plus de 800 mètres pour y amener ses machines de guerre. Après 7 mois, la ville tombe. Un exploit technique et militaire qui marque à jamais les esprits. En Égypte, c'est l'inverse. Les habitants se soumettent, sans combat. Alexandre est couronné pharaon et fonde une cité qui portera son nom, Alexandrie. C'est aussi en Égypte qu'il se rend à l'oasis de Siwa pour consulter l'oracle d'Amon. Les prêtres le saluent comme fils de Zeus. Que s'est-il passé exactement dans ce sanctuaire désertique? Nous ne le saurons jamais. Mais Alexandre en ressort, plus convaincu que jamais de son destin divin. En 331 avant Jésus-Christ, plaine de Gogamel, 47 000 Macédoniens contre près de 100 000 Perses. Le combat semble perdu d'avance, mais Alexandre innove. Au lieu de foncer droit devant, il utilise une tactique en coin. Il brise la ligne ennemie, en plein cœur. Darius s'enfuit. À nouveau. Résultat, l'empire perse s'effondre. À seulement 25 ans, Alexandre est le maître de la moitié du monde connu. Conquérir est une chose. Gouverner en est une autre. Comment unir un empire qui s'étend de la Grèce à la Perse, jusqu'aux confins de l'Asie centrale? Alexandre prend une décision audacieuse. Plutôt que d'imposer uniquement la culture grecque, il cherche à fusionner les traditions. Il épouse Roxane, une princesse bactrienne. Il adopte certains costumes perses et il fait entrer des nobles orientaux dans son administration. Ses officiers macédoniens grondent. Beaucoup le considèrent comme un traître à ses origines. Mais Alexandre poursuit sa vision. Un empire universel, où Grecs et Orientaux se fondraient dans une civilisation commune. Mais cette ambition a un prix. Les complots se multiplient. Philotas, fils de son général Parménion, est exécuté. Parménion lui-même est assassiné par crainte d'une trahison. Pire encore, en 328, lors d'un banquet, Alexandre tue de sa propre main son ami Clétos, celui-là même qui lui avait sauvé la vie au Granique. Le pouvoir absolu transforme-t-il les hommes ou révèle-t-il leur vraie nature? 326 avant Jésus-Christ. Alexandre franchit l'Indus. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Des jungles étouffantes, des moussons imprévisibles, des éléphants de guerre. Au fleuve Hydaspe, il affronte le roi Poros. Celui-ci aligne 200 éléphants, une arme terrifiante pour les soldats macédoniens. La bataille est acharnée, sanglante. Mais Alexandre en sort vainqueur. Et plutôt que d'humilier Poros, il l'honore et le maintient comme allié.
Puis vient l'Iphase. Ses soldats, épuisés après 11 ans de campagne, refusent d'aller plus loin. Ils veulent rentrer. Alexandre, furieux, se retire dans sa tente et y pleure pendant 3 jours. Mais il doit céder. Pour la première fois, il recule. Le retour sera un enfer. La traversée du désert de Gédrosie coûte la vie à des milliers d'hommes. Alexandre lui-même survit de justesse, affaibli par la maladie et l'alcool. Juin 323 avant Jésus-Christ, Alexandre a 32 ans. À Babylone, dans le palais de Nabuchodonosor, il est terrassé par une fièvre mystérieuse. Ses généraux s'approchent. « À qui laisses-tu ton empire ?» « Au plus fort. » Il meurt peu après, laissant derrière lui un empire immense, mais sans héritier légitime, sans plan de succession. Ses généraux, les diadoques, se déchirent pour se partager ses conquêtes. L'empire éclate. Et pourtant, l'héritage d'Alexandre survit. La fusion des cultures grecques et orientales, ce qu'on appelle l'hellénisme, marque durablement l'histoire. Alexandrie devient un centre de savoir. Les sciences progressent. La philosophie se renouvelle. Même Rome héritera de cette synthèse. Et lorsque le christianisme naîtra, il se répandra dans un monde unifié par la langue et la culture grecque, hérité d'Alexandre. Alors, Alexandre le Grand, libérateur des peuples, ou tyran mégalomane, visionnaire ou destructeur? Peut-être. Les deux. Car en 13 années seulement, il a façonné le premier empire mondial de l'histoire. Et son nom résonne encore aujourd'hui. Preuve que certaines ambitions dépassent la mort elle-même. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les sables du temps, là où les légendes ne s'effacent jamais. Abonnez-vous et poursuivez l'aventure vers de nouveaux grains de sable de l'histoire.